Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Pour la présentation Brisbane Lions, qu'est-ce qui ressort de ça? Ce qui ressort pour moi, là, c'est vraiment l'importance de définir ta culture d'équipe et surtout de la relier à des éléments concrets. Puis là, si je peux remettre un peu les choses en contexte, la raison pour laquelle cette personne était là, clairement, c'est parce qu'elle a été vêtée avant puis elle a fait un bon travail. Puis pour mettre les gens en contexte, il a pris l'équipe, cet entraîneur-là, qui s'appelle Chris Hagan, il a pris l'équipe en 2016. Dans le fond, l'entraîneur avant a été congédié. Lui a pris l'équipe en 2017. Puis en 2016, l'équipe avait 2 victoires, était 17e au classement sur 18. C'est pas très bon. Puis jusqu'à l'année passée, ils ont terminé avec 19 victoires. Ils ont fini 2e au classement, puis ils ont perdu la grande finale par 4 points. Fait que clairement qu'il y a eu un changement. Et puis, dans les 5 dernières années, ils ont terminé à 3 reprises au 2e rang. Puis c'est comme la 2e meilleure équipe dans les 5 dernières années. Puis ça, pour moi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là, tu as des preuves qu'il a bâti une culture durable. Puis, en fait, qui partait probablement dans un contexte qui n'était pas favorable. Et dans les différentes choses qui est ressorties, la première qui m'a frappé à mes yeux, c'est qu'il commence la présentation puis il dit « Moi, mon rôle, c'est d'être un Chief Energy and Psychological Safety Officer. » Donc, être le chef de l'énergie et de la sécurité psychologique. Puis là, j'étais comme « Hey, ça, c'est intéressant. » Parce que, est-ce que tu te rappelles d'un clip, ou est-ce que tu as déjà vu le clip de Gino Auriemma, l'entraîneur-chef de UConn sur YouTube? Non. Ça ne dit rien? OK. L'entraîneur-chef de UConn, qui était une légende dans le niveau du basketball féminin universitaire, ben lui, il m'a dit, dans le clip, ça circule dans les entraîneurs, puis il y a plein d'entraîneurs qui adoptent ça. Il dit « I don't coach effort. Je coach pas l'effort, je coach pas l'énergie. » Puis c'est comme si tu étais recruté pour venir ici. Mais là, tu as le gars de l'autre côté, Chris Hagan, qui dit « Moi, ma job, c'est de gérer l'énergie puis la sécurité psychologique. » Ça a été le premier moment de dissonance, si on veut, de cette conférence-là, ou un des plus gros moments de dissonance, parce que ça clash un peu avec une de mes croyances, puis une des croyances de certains de mes entraîneurs. Mais je pense, honnêtement, j'aurais tendance à pencher, en fait, après réflexion, sur le côté de Chris Hagan, dire que l'entraîneur-chef doit gérer l'énergie et doit orchestrer la sécurité psychologique. Pas en train de dire que tu dois être la cheerleader numéro 1. Pour ceux qui suivent la NFL, tu n'as pas besoin d'être Matt Lafleur, puis d'applaudir, puis de demander à la foule de cheerer. C'est pas ça qu'on dit. Mais je pense que ton rôle, c'est de gérer l'énergie de tes athlètes, autant l'énergie physique, de t'assurer qu'ils ont la récupération adéquate, l'énergie psychologique, et d'adapter tes entraînements en conséquence et ou de modifier tes interventions au niveau de la motivation en conséquence. Et ensuite de ça, de créer le climat psychologique qui va permettre aux gens d'être dans une optique d'apprentissage. Puis c'est ça qu'il nous disait en bout de ligne Chris Hagan. Dans les choses, quand je parlais tout à l'heure, de dire qu'il y avait un lien concret, tous ces éléments de sa culture étaient clairement définis, puis il y avait une activité concrète, eh bien, je me rappelle là, qu'il parle de faire des groupes d'apprentissage avec ses joueurs. Il y a des activités semi-dirigées avec ses joueurs au niveau de l'apprentissage. Il leur apprend des principes, justement, d'apprentissage également. C'est vraiment une de ses valeurs centrales, Mais pour pouvoir apprendre collectivement, il faut que tu sois capable d'être vulnérable. Puis pour être capable d'être vulnérable, comme Daniel Fortin-Guichard nous l'a très bien expliqué dans l'épisode 81, si je ne m'abuse, il faut que tu aies un climat de sécurité psychologique. Fait que ça, après ça, quand tu décantes ça, j'aurais tendance à croire, particulièrement en 2023, que ce que Chris Hagan nous a partagé d'être le Chief Energy and Psychological Safety Officer, je pense que c'est vraiment je pense que c'est quand même le rôle clé d'un entraîneur-chef d'un gros programme. Oui, puis je pense que souvent, on oublie que derrière l'athlète, il y a une personne, puis qu'on ne peut pas juste demander de le pousser. Il faut quand même lui offrir un environnement qui est sécuritaire, où il va être à l'aise d'aller voir le coach et dire « Hey, je suis fatigué, là, comme donne-moi un break. Ouais. » Fait que d'avoir cette perspective-là pour un entraîneur de très haut niveau. Mais je pense que c'est intéressant pour les coachs comme moi, les coachs comme avec les entraîneurs avec qui j'ai coaché, les entraîneurs de soccer de la région. Je pense que ça peut être intéressant de prendre cette mentalité-là et de l'apporter avec eux dans leur club sportif. Ben oui. Puis tu parlais du club en ce moment. Une des autres choses qu'il a faites qui est particulier, quand il a pris le poste en 2016-2017, il a interviewé toutes les personnes qui étaient officiellement listées faisant partie des opérations football de l'équipe. Hey, comme combien, mettons, je ne sais pas combien d'organisations font ça, là, mais
tu arrives, puis OK, qu'est-ce qui est bon par rapport à ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est pas bon par rapport à ce qu'on fait? Puis comment est-ce qu'on devrait améliorer les choses? Littéralement, aller voir chacune des personnes qui fait partie des opérations football de ton programme, dans ce cas-là, football australien. Je pense que ça démontre quand même de l'ouverture aussi. Fait que jusqu'à un certain point, comme c'est de créer un climat d'apprentissage, mais de l'autre côté, c'est qu'il y a aussi, un peu comme je disais au départ, c'est prêcher pour sa paroisse, où est-ce qu'il a modélisé un peu ce que lui voulait avoir. Puis en fait, il disait, c'est une des choses qui est ressortie dans sa présentation également, de dire que si tu veux que quelque chose se passe, ben, tu dois le faire en tant que tel en premier, puis après ça, tu peux comme le demander à tes athlètes ou à ton staff. Ouais, c'est de créer une culture gagnante au final. Vraiment, parce que impliquer tout le monde, pas juste tes athlètes, mais vraiment tout l'entourage de l'organisation. Je pense que c'est un point qui est vraiment intéressant. Mais là, par rapport à la présentation, Brisbane Lions, High Performance Culture, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, lui a défini la culture de haute performance qui étant un endroit où les gens sont motivés à s'améliorer et à relever des défis quotidiennement. Puis grâce à ça, là, les gens vont atteindre la satisfaction, le plaisir et le succès. Ça veut dire qu'il met l'accent numéro 1 sur la motivation. Puis moi, ça me fait penser à un de mes entraîneurs là, que je trouve le plus fascinant, tu sais, avec qui je travaille en coaching. Là. Puis il me dit tout le temps, tout commence par la motivation. Si le jeune ou la jeune n'est pas motivé de se pointer, j'ai bien beau avoir le meilleur programme, le meilleur set d'exercices, le drill le plus créatif, ça sert à quoi? Puis je pense que la façon, là, puis la définition, là, c'est une traduction libre, là, mais c'est littéralement la définition de Chris Hagan de la culture. C'est un endroit où les gens sont motivés à s'améliorer. Fait que motivation, puis apprentissage. Apprentissage, pour moi, c'est la façon dont tu identifies les choses puis qui va t'amener à t'améliorer, puis que tu as le goût de relever des défis. Fait que pour ça, pour avoir le goût de relever des défis, il faut aussi que tu aies le willpower, la volonté. Mais pour avoir la volonté, il faut aussi que tu aies l'énergie. Fait que jusqu'à un certain point, tout est vraiment interrelié. Puis ce qui était aussi fascinant de cette présentation-là, c'est qu'il a vraiment pris le temps de décortiquer sa culture avec le terme, puis 10 éléments. Puis là, chaque élément, il y avait comme une petite flèche qui le rejoignait. Puis après ça, c'est OK, qu'est-ce que je fais par rapport à chacun de ces éléments-là? Comme je mentionnais tantôt, par rapport à l'apprentissage ou le shared ownership ou des choses comme. Une des choses qu'il a faites aussi, c'est créer un groupe WhatsApp et les athlètes, le groupe s'appelle Moments of Greatness. Fait que dans ce groupe-là, les athlètes doivent partager ou quand ils sentent, ils doivent partager un élément, dire hey, ça a été vraiment comme. C'était vraiment nice là, qu'on fasse ça en équipe. Puis il y a un exemple là-dedans, c'est il y a un athlète blessé qui a fait 8 heures de route pour amener les parents d'un joueur qui participait à sa première finale à la finale. Wow. Pour différentes raisons, là, c'était problématique, puis il ne pouvait pas avoir de transport. Le transport est un peu chaotique pour aller à la finale. Là, je ne me rappelle pas des détails exacts, mais tout ce que je me rappelle, c'est que d'un athlète, il est allé littéralement, il était blessé, il n'avait rien d'autre à faire. Il s'est dit, moi, je vais aller prendre les parents de tel joueur, m'aller chercher, je vais les ramener au stade. Je pense que les parents avaient des problèmes de santé qui les empêchaient de prendre un vol. Parce qu'en Australie, là, les villes sont quand même loin une de l'autre. Puis ça, j'étais comme, hey, c'est cool, tu sais, mais de créer juste un petit groupe où est-ce que le but, c'est littéralement, genre, non, Moments of Greatness, puis c'est des personnes, dans le fond, c'est, si moi, je fais une action noble, si on veut, ben c'est toi qui vas l'écrire dans le groupe, tu sais. Fait que ça amène aussi un cercle vertueux où est-ce que, hey, mais ça, il en fait des bonnes choses, Frank en fait des bonnes choses, Joanie en fait des bonnes choses, Valérie en fait des bonnes choses, tu sais. Fait que ça j'étais quand même pas mal intéressant aussi comme partage. Non, je trouve ça intéressant, puis juste de reconnaître. Je pense que juste de reconnaître ce que tes coéquipiers font de bien. Je trouve que parfois, en tant qu'athlète, puis je parle aussi de mon expérience personnelle, trop souvent, je pense qu'on est concentré sur nous-mêmes. Puis ça peut causer des conflits, de la jalousie au sein de ton équipe. Puis de juste, en tant qu'entraîneur, de juste dire, hey, on veut montrer les bonnes actions de nos coéquipiers, on veut promouvoir ça pour que, tu sais, au final, il y a beaucoup de positifs, puis que le monde veut aller à la pratique, puis veulent travailler pour la personne à côté d'elle. C'est un très bon point parce que tu amènes en fait l'athlète à voir plus loin que sa petite personne. Parce que pour écrire dans le groupe, il faut que tu aies observé là, dans les dernières semaines qu'est-ce qui se passe autour de toi. T'sais. Fait que ça l'amène, surtout dans un sport d'équipe, probablement que ça l'amène, c'est une action anodine qui amène l'altruisme à prendre davantage de place dans ton équipe.